vous avez fait les previews avec Alan d'Envergure la semaine dernière. Ça y est, l'événement a eu lieu le 23 juin dernier. 60 noms ont été appelés sur 2 tours. On va vous présenter le top 3 et on va parler aussi de nos Français puisque 4 nouveaux Français devraient intégrer la Ligue dans les semaines prochaines. On va sur le top 3 ensemble. Donc on n'avait pas tort la semaine dernière quand on parlait de Paolo Banchero qui a été appelé en numéro 1 par le Magic. Chet Holmgren, qui a été appelé en numéro 2 par le Thunder d'Oklahoma City, et Jabari Smith Jr. qui a été donc appelé en numéro 3 par les Rockets. Des profils totalement différents, un longiligne, un shooter pour Jabari Smith et puis un homme à tout faire pour Paolo Banchero. On va tout de suite aller sur notre top 4 français puisque plusieurs noms étaient éligibles et s'étaient présentés, mais 4 ont été appelés. Le premier, c'est Ousmane Dieng, ancien pensionnaire de l'INSEP, qui est appelé numéro 11 par OKC, donc une très très belle position. C'est la même que Mike Pietrus, par exemple, ou Tariq Abdul-Wahad. On a Moussa Diabaté qui est appelé 43e par les Clippers, Ismaël Kamagaté 46e par Denver, et on a également Hugo Besson appelé 58e par les Bucks. Ça en fait 4. Le seul appelé au premier tour, pour synthétiser, c'est Ousmane Dieng. On va se plonger avec Antoine déjà dans l'expérience de la draft, parce que tu y étais pour d'autres médias. Raconte-nous un peu comment ça se passe, la pression, la nervosité que ces jeunes joueurs peuvent avoir quand on est dans une journée qui peut quasiment changer ta vie. Ouais, effectivement. Alors, pour moi, l'idée, c'était de passer une journée avec les Français, sachant qu'on ne peut pas être à plusieurs endroits au même moment, donc il fallait un petit peu choisir les moments. La matinée, j'ai retrouvé Ismaël Kamagaté qui était allé faire une coupe fraîche chez un barbeur au bord de la 5e avenue et de la 57e rue dans New York, voir un petit peu justement ses émotions, donc de l'hôtel au barbeur et retour. Dans la chambre, là, quand il fallait un petit peu faire le dernier essai, même si c'était plus vraiment des essais, il fallait juste enfiler le costume qu'il allait porter ensuite le soir. En fait, je débarque dans la chambre et la clim est déjà quasiment à fond. Elle va être poussée encore plus à fond plus tard parce que sa chemise est trempée. Mais vraiment. Bon, il a fini par s'endormir en regardant des séries, mais c'était quand même assez compliqué. Derrière, il y a eu donc Hugo Besson qui a retrouvé dans le lobby, puisque les deux sont des joueurs de Consport, l'agence de Bouna Ndiaye et Jeremy Medjana. Et donc c'était dans le même hôtel, et les deux familles se sont retrouvées. Ils sont tous montés dans une Cadillac limousine de 18 sièges, dans lequel j'ai eu le privilège de pouvoir monter aussi. On a traversé tout New York, et les deux moments un petit peu qui ont vraiment fasciné l'équipage, c'est la traversée du pont de Manhattan avec la vue sur le pont de Brooklyn et la skyline de Manhattan. Et même si on est passé un petit peu furtivement, un peu au loin, le Barclays Center, puisque c'est là qu'allait se trouver la draft. Donc là, sur Hugo Besson, plus à l'aise quand même. C'est quelqu'un qui est assez pas trop à se prendre la tête, comme il se définit lui-même. Tiens, tu parlais d'Hugo Besson. Derrière, donc, je suis allé Antoine, au Barclays Center. On a une image d'Hugo Besson qui avait gagné le challenge Benjamin organisé par la Fédération française de basketball. C'était en 2014 et il avait donc gagné le droit d'aller voir Evan Fournier, je crois, du côté d'Orlando, enfin en tout cas de la Floride. Là, il est du côté de Miami. Donc voilà un peu Hugo Besson à l'âge de 11-12 ans quand tu es en Benjamin, à 11-12 ans, c'est ça, Raphaël, à peu près. Donc voilà, le parcours d'Hugo Besson jusqu'à la draft. Je te redonne la main. Merci, et merci pour cette respiration, pour moi et pour l'audience. Du coup, donc pendant que tout le monde allait dans un restaurant italien, là, les deux premiers, je suis allé retrouver le clan d'Ousmane Dieng qui avait été très occupé dans la journée, donc c'était pas trop possible de le voir. Pour dire à quel point il était occupé, c'est que tout le matin, ils ont été briefés, puisque lui faisait partie justement des prospects qui sont dans la Green Room. La Green Room, c'est cet espace où il y a quelques tables pour ceux qui sont projetés très très haut dans la draft. En gros, traditionnellement, c'était plutôt les 15 premiers, puis les 18 premiers. Cette année, on était à 23 tables pour chaque joueur. Et donc, tous ces joueurs-là ont été briefés le matin sur un petit peu comment la cérémonie allait se dérouler, etc., puisque c'est ceux qu'on voit le plus à l'image, donc c'est très important pour la NBA. Et pour avoir bien fait leur devoir, ils ont été récompensés par un déjeuner avec Adam Silver, où évidemment, je n'étais pas convié non plus. Et donc, derrière, c'est pour ça que... Ouais, on espère. L'entourage, je les ai retrouvés plus tard, donc dans la Green Room par contre,
où là, il y avait 2 agents, puisqu'il a un agent lituanien qui est celui qui vraiment, en gros, promeut son talent, il croit depuis plusieurs années, 3-4 ans. Et l'agent américain est venu pour sceller le deal, qui est un assez gros agent, une grosse agence US, il s'appelle Michael Tellem. Et donc, lui est venu vraiment pour assurer que ses chances d'être drafté le plus haut possible soient réalisées. Antoine, je te reprends la main. Ça s'est bien passé. Je te reprends la main. La stratégie, ça a été que... Je te reprends une deuxième fois la main, comme ça tu souffles, tu respires. Je voudrais, moi, interroger Samir, joueur NFL Europe. Tu as été drafté ou pas? Non, pas drafté. Okay. Tu connais par contre, via la NFL, peut-être aussi le système de draft. Est-ce que tu peux nous dire à quel point c'est important pour un joueur de passer par ce processus, finalement? C'est presque essentiel parce que c'est une reconnaissance. Petite anecdote, je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais quand même, moi j'ai vécu une draft un peu comme l'a fait Antoine en 2007 avec Joachim Noah. C'était la draft de Kevin Durant, justement. Et à l'époque, je faisais un intérieur sport pour une autre chaîne avec Joachim, donc on était vraiment en inside. Et c'était un peu le même principe, hein, essayage de costumes, briefing pour la green room, etc. On avait eu des accès assez incroyables et j'avais tout vécu en inside, c'était juste complètement fou. Et se rendre compte en fait de la pression que ces gamins ils ont alors qu'ils n'ont pas encore connu le monde professionnel. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Je prends l'exemple de Kylian Mbappé à 23 ans. Ça reste des enfants les mecs. Ils sortent de l'adolescence et tu leur mets une pression. Plongés dans le grand bain. Voilà, comme ça. Ils sont plongés dans le grand bain des médias, du monde professionnel, de l'argent. Et beaucoup de choses à gérer en même temps. Hein. Mais par contre, c'est aussi un super processus d'apprentissage et de maturité pour eux. Parce que ça y est, on devient grand. Ok. On va, Antoine, je te redonnerai un petit peu la main plus tard. Je voudrais qu'on parle de processus de reconstruction par la draft. Donc cet événement permet aussi à certaines franchises au plus mal de miser sur les meilleurs talents et puis petit à petit, année après année, espérer devenir un vrai contender, voire un favori pour le titre. Melvin a vu cet exemple à succès se produire puisque les Warriors font partie de cette franchise qui mise beaucoup sur la draft. Et je voudrais que tu nous en parles un petit peu. Ouais, avec plaisir. C'est vrai qu'on oublie souvent que les Warriors, avant d'être la dynastie des Warriors qu'on connaît depuis maintenant 8 ans, c'était une équipe qui était au bas-fond de la NBA, qui n'était pas très bonne. Et on oublie aussi, on sait qu'il y a Windhorst, le reporter d'ESPN, qui a dit que la victoire des Warriors cette saison, c'était une checkbook win, parce qu'ils ont la masse salariale la plus élevée de la NBA. Mais on oublie qu'il y a, comme on le voit ici, il y avait 8 joueurs de la rotation des Warriors, on va dire 7, vu que James Wiseman a été blessé toute la saison, qui ont été draftés par les Warriors. Donc ça a commencé, la base de cette dynastie, ça a commencé avec les 3 qu'on voit en haut de cette liste, donc Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, qui ont été draftés 7e, 11e et Draymond 35e. Donc il y a une part de chance, mais il y a aussi le fait qu'ils ont vraiment choisi ces joueurs, évidemment sur le talent, mais aussi sur leur personnalité et sur la façon dont ils peuvent être complémentaires. Et je pense que ça permet vraiment de construire une base forte quand on donne le temps aux joueurs draftés de pouvoir se développer, de pouvoir construire une identité, de pouvoir construire une culture. Évidemment, quand on a un gars comme Stephen Curry, on peut construire cette culture de joie de jouer ensemble, cette culture, j'ai envie de dire, altruiste, qui a permis aux Warriors de jouer de la façon dont ils jouent depuis des années. Et surtout, ça leur permet d'avoir un vécu collectif. Et après, ils ont gagné avec cette base-là, avec ces 3 joueurs. On peut aussi rajouter Harrison Barnes, qui joue du côté de Sacramento maintenant, et qui avait été drafté par les Warriors la même année que Draymond Green, il me semble. Et après, une fois qu'ils ont gagné, on pourrait se dire qu'ils ont arrêté d'utiliser la draft pour avoir des joueurs talentueux, mais au final, ils ont réussi à trouver des talents. On a Kevin Looney, qui a été le pivot titulaire cette saison, qui avait été drafté 30e en 2015. On a Jordan Poole, qui a été drafté 28e. Pareil, qui a mis du temps à éclore. D'ailleurs, les 2 joueurs ont mis du temps à éclore et ont attendu leur 2e, 3e saison pour vraiment exploser. Et puis après, ils ont réussi avec 2 années blanches, donc après avec la blessure de Klay Thompson, avec le départ de Kevin Durant, avec la blessure à la main de Steph Curry. Ils ont connu 2 années blanches et ils ont réussi à drafter James Wiseman, qui était 2e. Et la saison dernière, ils draftent Jonathan Kuminga 7e et Moses Moody 14e. Et ces 2 joueurs-là ont réussi à avoir du temps de jeu pendant les playoffs. Et donc, ça positionne les Warriors pour le futur, alors qu'ils ont toujours leur noyau dur qui peut les amener, comme on l'a vu cette saison, au titre, ou du moins à être prétendant au titre. Donc c'est vrai que c'est
il y a une part, comme je l'ai dit, de réussite. Réussite peut-être, mais de compétences aussi, puisque il faut l'expliquer. Il y a ce qu'on appelle un general manager présent dans quasiment toutes les franchises NBA, d'ailleurs dans toutes les franchises NBA. Et là, quand on parle des Warriors, on parle de Bob Myers. Donc, on peut vous le présenter rapidement, 47 ans, hein, donc GM des Warriors. Il a pris le poste donc en 2012 et il a donc un gros palmarès puisque c'est 4 fois champion, 2015, 16, 17 et donc 22, et 2 fois exécutif de l'année 2015 et 2017. Tu vas peut-être rentrer dans un staff dans quelques semaines, Raphaël. En quoi, justement, le GM est important dans la construction d'une équipe? C'est important d'avoir une personne dédiée. C'est vrai que, généralement, on a vu quand le coach essaie de tout faire à la fois, au bout d'un moment, ça atteint ses limites. Donc, d'avoir une personne dédiée qui va aussi missionner des gens pour aller scouter les différents joueurs, c'est très important. Et moi, je voulais rebondir parce qu'on prend l'exemple des Warriors, mais aussi l'exemple des Spurs. Parce que les Warriors ou Boston, on va en parler un peu plus tard, ça reste quand même des marchés très corrects. Quand on parle de San Antonio, par exemple, on est obligé de passer par ce processus de draft. Et quand on voit ce que font les Spurs, parce que si on suit un peu l'actualité, il y a des rumeurs de trade des Dejounte Murray, par exemple. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et puis après, j'ai creusé un peu. Et puis, on commence à comprendre que oui, mais on espère peut-être une pole position à la draft pour un Victor Wembanyama qui peut changer une franchise. Et on se rappelle que c'est ce qu'ils avaient fait à l'époque. La blessure de David Robinson pour aller chercher aussi un Tim Duncan. Ouais. On voit l'impact que ça a eu après. Un Tipeee, c'est 29e à la draft. Un Ginobili, c'est un 2e tour de draft. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un savoir-faire, une importance quand même d'aller scouter, aller chercher au-delà des euros, enfin des dollars là, en l'occurrence, pour pouvoir construire une équipe. L'exemple des Celtics avec toi, Antoine. Donc les deux équipes, hein, c'est pour ça qu'on se focalise dessus, étaient présentes en finale NBA. Les draftés des Celtics, on peut y aller tout de suite. Marcus Smart, 2014, Jaylen Brown, 2016, Jason Tatum, 2017, Robert Williams, 2018, Grant Williams, 2019, Peyton Pritchard, 2020 et Aaron Nesmith, 2020. Vous voyez aussi les positions, donc c'est assez haut pour les 3 stars, hein, 6e, 3e et 3e, un peu plus bas pour le reste. On t'écoute, Antoine, pardon, sur cette stratégie qu'ont eu les Celtics d'aller chercher aussi une reconstruction à la draft après la génération, on s'en souvient, Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce. Payante, hein, puisque eux aussi étaient en finale. Je vais prendre un exemple d'à quel point il y a une certaine vision, c'est qu'en 2017, ils ont le choix numéro 1 en fait. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils lâchent le choix numéro 1 pour aller choisir en 3, puisqu'en fait Danny Ainge avait déjà flashé sur Jason Tatum et ne pensait pas prendre Markel Fultz et j'oublie qui était l'autre joueur intéressant dans le top 3. Et du coup, reste sur Tatum et récupère donc en lâchant le numéro 1 d'autres assets et notamment d'autres tours de draft. Voilà, c'est clairement c'est une stratégie qui paye à partir du moment où, encore une fois, tu sais scouter et aussi à un moment, il faut quand même avoir des choix un petit peu hauts. Les Warriors, là, quelque part, ils bénéficient au moins presque d'une chance, quoi, ces 2 années où ils sont dans les bas-fonds, mais qu'ils ont quand même un noyau dur qui est en gros à l'infirmerie. Bah, ça leur permet de choisir très très haut et bon, la chance continue pour eux, quoi. Alors Antoine, il y a des gens qui bougent la tête ici en plateau, notamment Samir. Non, parce que je suis assez d'accord avec ce que disent Melvin et Antoine, mais pour moi, c'est quand même, il faut rappeler que la structure, elle doit être au-dessus de tout. Et je vais vous donner un exemple. Les Warriors, je vous le rappelle, c'est mon équipe. D'accord ? Ok. C'est pas les Knicks, hein ? Écoutez bien la draft. Parce que, non, mais c'est pour vous dire que être bon à la draft, mais ensuite savoir utiliser les joueurs, c'est autre chose. C'est autre chose. Et les Warriors, depuis 10 ans, maintenant, ils savent le faire. Alors qu'avant, ils draftent Chris Mullin, Mitch Richmond, Tim Hardaway, Tyronn Hill, Chris Gatlin, Latrell Sprewell, Chris Webber, Joe Smith, Gilbert Arenas, Monta Ellis, Flo Pietrus. Tout ça, ça a été drafté par les Warriors. Mais ils n'ont jamais su les faire jouer ensemble. Leur structure telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment la solidité, la stabilité, GM, elle y est exactement, elle n'y était pas. Aujourd'hui, elle y est. C'est la structure la plus stable de la NBA et ils sont capables d'avoir des bons choix de draft qui font jouer ensemble. Et pour moi, aujourd'hui, la clé de la NBA, c'est ça. C'est que le modèle Big Three, ça y est. Terminé. On est déjà passé à autre chose. Et on revient au modèle qu'on a connu dans les années 90, franchise player, qu'on habille avec des lieutenants et un gros collectif autour. Pas seulement des vétérans qui viennent chercher leur bague. On revient pour moi à ce modèle. La réponse de Melvin et ensuite on avancera dans notre émission. Non, mais je suis totalement d'accord avec Samir, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre ces joueurs-là dans les meilleures conditions. Et je pense qu'on le voit souvent, malheureusement, que ce
soit en NBA, dans les médias, dans la vie en général, c'est qu'on est rarement très patient. Et les Warriors ont pu être patients avec ce noyau dur, alors que souvent on voit d'autres équipes, c'est par exemple un Jordan Poole, il aurait très bien pu être tradé quelque part. Pareil pour Kevin Looney, et ils leur ont donné le temps de se développer et de comprendre, parce que jouer dans un système avec Steph Curry, c'est pas votre attaque, j'ai envie de dire, classique en NBA, donc il faut du temps, il faut laisser le temps au temps, et les Warriors ont pu le faire. Un bon contre-exemple, les Wolves, qui ont quand même du temps. Quand c'est parti à Zach LaVine, à Wiggins, ils étaient chez eux. Et on n'est pas patient, on change à chaque fois. Et là, heureusement, il y a un peu de stabilité, on voit que ça commence à payer. Minnesota qui pouvait aussi drafter Steph Curry, qui a laissé passer. New York aussi, ils étaient dessus, je vous le rappelle. Si on parle Antoine, de draft, les Knicks ne voyaient que par Steph Curry sur cette draft et ils n'arrivent pas à trade up et finalement ils l'ont pas.